l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, l'ASM a-t-elle raison de critiquer l'arbitrage ? Nous en parlerons aujourd'hui avec un trio de choc, Fred Vernat, Jean-François Nunez et Valérie Lefort, journalistes au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Bonjour. Ensuite, je vous demanderai vos tops et vos flops, comme toutes les semaines, et nous terminerons avec le quiz. Il faudra deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première concerne le match de samedi entre le Stade Rochelais et l'ASM. À l'issue de la rencontre, Franck Azema regrettait que ses joueurs n'aient pas profité des 2 occasions qu'ils ont eues lors des 20 dernières minutes de la première mi-temps. Pour lui, c'est un petit tournant dans ce match et les stats sont là pour accentuer les regrets de l'entraîneur clermontois. En effet, le Stade Rochelais avait jusque-là encaissé 8 essais en 6 journées de championnat entre la 20e et la 40e minute. Seuls Perpignan et Grenoble n'avaient pas réussi à inscrire d'essais dans ce laps de temps face aux Maritimes. La deuxième info, elle concerne la météo. Lors du match face à La Rochelle, il est tombé des cordes sur le stade Marcel de Flandre. Et Valérie, tu peux en témoigner puisque tu y étais. Et j'ai trouvé étrange la réaction de Didier Besse, l'un des entraîneurs de l'ASM, qui a déclaré après la rencontre « On n'a pas forcément l'habitude de jouer dans de telles conditions, eux, davantage ». Ben oui. Ça ressemble quand même un peu à de la mauvaise foi. Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, il me semble qu'il est marqué dans l'article qu'il ne s'en servait pas de paravent, c'est le cas de le dire, ni de parapluie. Non, mais c'est vrai que c'était des paquets d'eau incroyables. J'avais l'impression qu'il y avait des pompiers avec des lances. Des lances à incendie, ouais. C'était des paquets qui tombaient. Et c'est vrai que c'est un type de pluie qu'on voit pas ou peu ici, quoi. Effectivement, je pense qu'on est un peu plus habitué à La Rochelle. Quand même, on va faire les chauvins, mais que Clermont est une des métropoles de France où la il pleut le moins et la plus basse. Et la plus basse. Exactement. Merci à la chaîne des pluies que nous ne remercierons jamais assez. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment impressionnant ce qui est tombé. Après, voilà. Clermont a commis d'autres erreurs et la défaite ne vient pas que de là. Bien sûr. Il est originaire de Montpellier aussi, Didier Besse. Non, de Castres. De Castres. Ouais. Tiens, quand ça tombe de la montagne noire, mon pauvre. Allez, la troisième info, elle concerne un coup de gueule, celui du président du Stade Rochelais, Vincent Merling, qui a remonté les bretelles de ses joueurs, et c'est assez rare pour le souligner. Le bonhomme n'est pas coutumier du fait, visiblement, mais il n'avait pas apprécié les 34 points encaissés par La Rochelle lors de la première mi-temps face à Bordeaux le week-end précédent. Il a donc poussé une gueulante et visiblement cela a fonctionné. Alors il l'a poussé en début de semaine. Lundi. Ouais, c'est ça. Ouais, il a pris ses joueurs entre 4 yeux. Et visiblement, j'en ai parlé notamment avec Antonio, il me disait qu'effectivement ça avait un peu soufflé dans les bronches. Mais bon, ça leur a fait du bien. Voilà. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat comme promis avec la question qui tue. L'ASM a-t-elle raison de critiquer l'arbitrage ? Alors au lendemain du match perdu de l'ASM à La Rochelle, les supporters ont eu des discussions, on va dire, enflammées autour de l'arbitrage. Rappelons que les Clermontois se sont vus infliger 3 cartons, 1 rouge et 2 jaunes. Alors messieurs, à vous de jouer. L'ASM a-t-elle raison de critiquer l'arbitrage ? Allez Valérie, tu es le premier à dégainer. Alors moi, j'aurais tendance à dire non, sur ce match-là en tout cas. Je me souviens de sorties beaucoup plus virulentes, notamment d'Azema, qui étaient autrement plus justifiées. Je repense au match à Rennes, la demi-finale contre le Racing, avec monsieur Ruiz au sifflet. Là, ça m'avait paru un peu plus tendancieux. Bon, là, effectivement, le rouge est peut-être un peu sévère. Le joueur se baisse. Lui, là, fait à peu près 2 fois sa taille et 2 fois son poids. Bon, on est dans une action. C'est difficile à juger. Nous, après, on a les ralentis. Il prend sa décision. Et puis, bon, de toute façon, il y a un phénomène tout de suite. Voilà, on a laissé du laxisme un peu s'installer. Il y a des choses qu'on a vues qui n'étaient pas belles sur les terrains. Donc là, aujourd'hui, c'est 0 laxisme. Donc, dès qu'il y en a un qui touche une oreille ou qui caresse un joueur, il prend un jaune ou il prend un rouge. Je reviens au match de Montpellier hier. Je trouve que le rouge contre Messam est quand même, surtout à 1 minute de la fin, quand même très 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 sévère. Ça manque de discernement, voilà. De la part donc de alors qui pousse un petit coup de gueule de temps en temps, bon, ça fait piqûre de rappel. D'ailleurs, Valérie, tu peux confirmer une petite précision. On parle de l'arbitrage, effectivement. Franck Azema l'a évoqué. Il a aucunement invoqué ça comme raison. Non, absolument pas. De la défaite. Non, lui, ce qui l'embête, en fait, c'est la différence de traitement.
Oui, peut-être. Entre les deux équipes. Ouais. Après, il y a un contexte local. L'arbitre est jeune aussi. Ça pousse à La Rochelle. Voilà, il y a le public, il y a une ferveur. Dès qu'il y a un joueur qui est touché, ça a une énorme bronca. Bon, tout ça a peut-être joué. L'arbitrage maison, c'est une réalité qui existe partout dans d'autres disciplines aussi. Mais je ne classe pas ce match-là dans le top 10 des arbitrages à la maison quand même. J'en ai vu des pires. Alors, on va rappeler qu'après cette journée de championnat, la SM a récolté 8 cartons, un rouge et 7 jaunes. C'est beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Pour toi, Jeff, la SM a raison de critiquer l'arbitrage ou pas ? Ouais, c'est... À mon avis, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit et ça peut porter ses fruits plus tard. Je veux dire, en mettant un petit coup de pression sur le corps arbitral, comme Franck Azéma l'a fait, non pas pour expliquer la défaite, mais pour expliquer la différence de traitement. Je suis d'accord avec mes collègues, en effet. Donc pour toi, c'est tactique, quoi. Pour moi, il y a un peu de tactique, il envoie un petit message quand même. Et je veux dire, c'est pas gratuit. C'est une petite décharge électrique. Ça peut servir dans un mois, dans 2 mois, ou dans un match, ou dans 2 matchs. Les arbitres vont penser à ça et se dire ça peut. Non, il y a. Contre Timișoara. Je pense que ce ne sera pas utile malheureusement pour les pauvres Roumains. Non, je pense qu'il y a un aspect tactique et à moyen et long terme dans cette sortie de Franck Azéma sur l'arbitrage. Mais le problème, c'est que là, on parle du match de samedi et puis on va pas être d'accord. Pour moi, le carton rouge de Huila est justifié, mais le carton jaune de Yato ne l'est pas. Voilà. Je pense que c'est l'exact le contraire. De Jeff. Et pour moi, je pense que la faute sur Ledlow à 4 minutes de la fin, du moins dans les dernières minutes, aurait mérité un carton jaune ou à tout le moins une pénalité quand même. Donc on en revient à la différence de traitement. On en revient à la différence d'appréciation. C'est un sport où l'appréciation de l'arbitre est on ne peut plus importante. Et malgré les ralentis, malgré l'arbitrage vidéo, on peut avoir... on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. À cette table. Après, oui, parce que c'est vachement bien de ne pas être d'accord. Parce que si on était tous tout le temps d'accord, ça serait triste. De décisions mûrement réfléchies après la vidéo, sauf qu'il y a eu des actions litigieuses qui concernaient des Rochelais. Je pense notamment sur Greg Lello, une cravate. La vidéo n'a pas été demandée à ce moment-là. Donc si la vidéo n'est pas demandée, c'est plus difficile d'avoir une réflexion... je dirais, à la vue des images. Mais en revanche, on parlait tout à l'heure du carton rouge. Visiblement, la vidéo là, a servi et les arbitres ont estimé qu'il y avait... Ouais, la vidéo a servi. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le rouge est très, très sévère. Et pourquoi tu estimes qu'il est sévère, justement ? Tout simplement parce que, pour moi, ce n'est pas l'épaule de Huila qui va dans la tête du Rochelet. C'est plutôt la tête du Rochelet qui va dans l'épaule de Huila. Huila ne bouge pas. Oui, le résultat est le même. Je veux dire, l'intentionnalité, mine de rien, est importante dans l'action. Parce que Slimani aussi est déjà un petit peu sur le joueur Rochelet qui trébuche un peu. Exactement, voilà. Qui perd ses appuis, qui se donc retrouve à genoux. Il perd au moins 20 cm dans l'histoire. Facilement, ouais. Donc il se retrouve évidemment à hauteur de l'épaule du Huila, qui se met tout simplement en position d'absorber un choc. Pour moi, il n'y a aucune intention de sa part de vouloir mettre un coup, de vouloir le stopper autrement que ça. C'est pour ça que je trouve que ce rouge est très très sévère. Moi, j'étais plus embêté par peut-être 1 ou 2 décisions en mêlée, par contre. Ah oui. Voilà, j'ai trouvé que 2 fois l'ASM avait été sanctionnée en mêlée, notamment côté droit. Il y a notamment la dernière mêlée, si je ne dis pas de bêtises, 75e minute. 75e minute, si je ne dis pas de bêtises, Slimani est sanctionné pour une mêlée qui a lieu au milieu du terrain, très importante, alors que pour moi, la pénalité est inversée. Et ça provoque l'ire de Penaud qui voit l'adversaire tomber à terre avant Slimani, mais l'arbitre ne bouge pas et sanctionne l'ASM. Bon. Après, messieurs, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une histoire de contexte. On sait parfaitement que la Ligue a donné des consignes aux arbitres. Et comme tu le disais tout à l'heure, Valérie, on a tendance à sortir rapidement les biscottes. Voilà. Donc on va être un peu plus sévère pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça va durer. Il faut espérer aussi peut-être que les joueurs fassent un peu plus attention, parce que c'est vrai que des fois, quand vous prenez un mec de 120 bars lancé sur la mâchoire ou sur la tempe, forcément c'est dangereux. Il y a un joueur qui a intérêt à faire attention, clairement, je trouve, c'est Yato. Par moment, de la façon dont il part en avant avec les coudes, je pense qu'un jour il pourrait avoir de nouveaux désagréments avec les arbitres. Ouais. Par contre, je pense que son carton jaune est justifié. Voilà, contrairement au rouge pour Rui là. Oui. Moi, je le trouve propre sur son intervention. Mais il le prend, alors, et le bras.
C'est pas sur dans la le prise. mouvement, le bras remonte un peu vers la ligne des épaules, mais, il est- pour moi, il est déjà un il peu était, au-dessus de la il ligne était des propre dans épaules. son intervention. Hein. Non. Après, les jaunes pour Falgou et Antonio. Non, c'est pas Antonio. Et Non, c'est Falcao. joli, non? Falgou Non, et c'est Joly. C'est joli. C'est Voilà, joli, absolument. ouais, c'est ça. Bon, C'est tombé sur eux. c'est tombé sur eux, ça aurait pu tomber sur les Oui, autres. mais là, hein. visiblement, c'est Voilà, l'arbitre qui était un peu c'était- énervé. Il était chamaillait, énervé par rapport à la multiplication des fautes en mêlée fermée. Donc voilà, c'est eux compris. Voilà, c'est pour l'ensemble de l'œuvre des autres piliers quand même. Et je voulais revenir sur un point, Marcel, tu parlais de contexte. Alors, il y a évidemment tout ce qui se passe autour du rugby, toutes les Oui, avec polémiques qu'on a en ce les moment. commotions, les C'était chocs à d'autant plus répétition. vrai sur ce match que les arbitres s'étaient réunis à Marcoussis dans la semaine, avaient D'accord. reçu des consignes précises, Donc, avaient il y a reparlé de peut-être, tout ça. Donc, je pense que dans l'esprit de Monsieur Kerr, c'était encore très très frais. Comme Mais- une petite poupée là, remontée à l'arrière. Voilà. Mais finalement, est-ce que c'est pas aux joueurs maintenant aussi de s'adapter, sachant qu'il y a ce contexte et que peut-être que les arbitres ont tendance à sortir rapidement la biscotte. C'est aussi aux joueurs ça a été de s'adapter. intégré par le staff de l'ASM. Certes, On sait- partout, on sait- je pense. on sait qu'à bon, on sait l'intersaison, bien que on a travaillé là-dessus. dans le feu de l'action, dans le feu de c'est- l'action, c'est souvent chaud, c'est quoi. voilà. Puis c'est pas forcément, c'est jamais, je pense, rarement fait exprès. Voilà, un joueur quand il fait son match, c'est pas toujours évident là-dessus. Bon. Après, il peut y avoir des actions très dangereuses. Il y a quelques joueurs qui sont répertoriés pour être un peu plus dangereux que d'autres, qui sont un peu des récidivistes. Mais bon, globalement, voilà, à chaque fois, c'est plus un accident qu'autre chose. Alors on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Certains ont réagi. C'est le cas de Duche sur Twitter. Pour lui, il est évident que l'ASM a raison de critiquer l'arbitrage. Exemple, le carton rouge, écrit-il, où il est à l'arrêt et le joueur du stade Rochelet vient le percuter tête en avant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred. Et puis sur la page Facebook de Sport Auvergne, Didier Brousse, lui aussi, est persuadé que l'arbitre n'a pas été bon. Et il écrit, comme pour les joueurs, il devrait être cité devant une commission et avoir des sanctions. Est-ce que les arbitres, justement, sont pas jugés, mais... Ah bah il y en a qui sont mis. ils Oui, sont bien sûr, jugés, ils sont bien sûr. Les Ouais. arbitres, oui, Il c'est leur comme- arrive d'être mis au frigo même. hein. Ah oui, Ouais. ou d'être rétrogradé tout Voilà. simplement. Faire un petit tour, Faire un petit tour en D2. Pro D2 pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant de retrouver eux aussi du temps de jeu et de la présence en top 14. Non, les arbitres eux aussi sont suivis, surveillés, notés, évalués. Et il y a une remise en question qui est permanente chez les arbitres à travers toutes les nombreuses concentrations où ils se rassemblent, que ce soit à Marcoussis ou sur d'autres pôles en France, et aussi par rapport à leurs prestations de chaque week-end. En même temps, on va quand même le rappeler, je pense que c'est bon, messieurs, les Clermontois n'ont pas perdu à cause de l'arbitre ce week-end. Non. On est bien Ah d'accord. non, on est tous d'accord défaite pour dire est- que est logique. les Clermontois ont perdu parce qu'ils ont été, et d'une, indisciplinés, de deux, à tort ou à raison, trop sanctionnés, et de trois, ils n'ont pas été précis Voilà, et rigoureux et surtout réalistes dans les zones de marque. Voilà. Ce match ressemble beaucoup aux deux précédents à l'extérieur, à Bordeaux et Ouais, à beaucoup Pau. plus d'intensité là quand même. hein. Ouais. Plus d'intensité parce C'est que pas la même, l'adversaire était Ouais, ça l'adversité tape était d'un fait autre relever, calibre, ouais. c'est Quand évident, tu tapes mais des Antonio, des Priso et des Vito pendant 80 minutes, je ça pense tape que fort, hein. l'ASM vaut un peu mieux que ça sur ces trois sorties, mais malgré tout, l'ASM est à chaque fois en possibilité de gagner le match. Elle le Ouais, fait, mais elle elle le l'a fait une à fois sur Pau, 3 et elle on- prend 2 points. On le voit, c'est plus compliqué de gagner à l'extérieur qu'à domicile. On le voit, la pression du public, le supplément d'âme que l'équipe qui reçoit dispose pour ce match, Surtout le à De contexte, Flandre. surtout à De Flandre, qui était pour la énième fois à guichet fermé, 38e. 38e fois consécutive à guichet fermé. Donc on sait qu'on doit être encore plus précis, rigoureux, être encore plus maître de toutes ces actions, de ces nerfs. Et puis j'en reviens à cette notion qui est le réalisme et l'opportunisme. Quand on a un ballon d'attaque et une opportunité de prendre des points quand on est dans les 22 mètres adverses, eh ben on prend les points. À la 40e par exemple. On prend les points. Par Je exemple. suis désolé. J'en parlerai dans mon flop, je pense, mais
Voilà, le rugby, c'est un jeu où faut pas insulter. On n'insulte Faut pas le pas rugby. insulter le Ça jeu. ne prête pas forcément à conséquence parce que Penaud marque d'entrée de deuxième Ouais. période et donc l'ASM revient Ouais. au score. Ah, sauf que Mais sauf de que tu serais 9-3, passé tu peux devant. revenir à 9-8. Oui. Oui. Voilà. Là, on refait le match. Alors, on va tonton avait dit avant ça, on l'appellerait tonton. On va toujours parler d'arbitrage, mais avec une projection vers la Coupe d'Europe, puisque la campagne européenne de l'ASM débute ce week-end avec un déplacement à Northampton. Et on le sait, en Coupe d'Europe, l'arbitrage est différent. Les joueurs le savent. Et donc, là aussi, il va falloir s'adapter. C'est plus propre. Non, les joueurs ils s'en plaignent pas, au contraire. Ils sont satisfaits de jouer au niveau de la Coupe d'Europe. On sort du petit train-train national, nos petites tricheries, nos petites histoires. Ce qui se passe autour des remplacements en France, je suis pas sûr que ça arrivera en Angleterre, par exemple, où on simule des blessures pour faire rentrer des piliers, etc. C'est serait quand pas même les certain. Anglais. Rien du tout. Rappelle-toi, Valérie, c'est quand même un joueur anglais qui a inventé le faux saignement pour être remplacé. Oui, à mais l'époque. c'était un cas individuel. Voilà. Voilà. Non, mais je pense que dans l'état d'esprit, On se souvient de la c'est beaucoup polémique plus avec propre. le remplacement de Slimani sur un match du 15 de France. Voilà, Ça contre avait le Pays de Galles. Oui. Mais bon, on avait Ça gagné. avait- oui, mais ça avait beaucoup choqué nos amis Ah oui, britanniques. oui. Ouais, enfin, bon, ils se c'est- choquent pour beaucoup de choses quand ça les arrange pas aussi. Et donc, en fait, vous êtes d'accord avec Benjamin Kayser lors du dernier point Ouais, de presse c'est de plus l'ASM. Il disait voilà, la différence entre l'arbitrage à la française et l'arbitrage à l'anglo-saxonne. En gros, l'arbitre français siffle une faute sur 10, on va dire. Et puis l'anglo-saxon, lui, va siffler toutes les fautes. Oui, puis le comportement sur les rucks n'est pas les mêmes. Voilà, les garçons sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus propres. Donc ça joue beaucoup plus dans l'esprit. Et c'est vrai que les matchs de Coupe d'Europe, là-dessus, c'est plus intéressant. Il y a une donnée à prendre en considération, c'est que le match n'est pas retransmis à la télévision. Et c'est une conséquence toute simple, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo sur le match de samedi. Il n'y aura pas de vidéo, pas d'appel à la vidéo. Mais alors, le Donc, fait de changer comme ça et d'être arbitré à l'anglo-saxonne, j'ai envie de dire, ça peut être un désavantage pour les Français. Ah, ça dépend. Hein, si vous avez S'ils se mettent en mode Coupe d'Europe, c'est ça Non, c'est pas un désavantage, je crois pas. Non, c'est les arbitres, qu'ils soient irlandais, gallois ou écossais, ils font leur boulot, point. Non. Mais je trouve que les matchs de Coupe d'Europe sont beaucoup plus aérés, beaucoup plus nets. Voilà. On n'a pas nos petites chicaneries tricolores et Oui, voilà. il y en a quand même un à qui ça réussit pas trop l'arbitrage international, c'est Rabah Slimani. On sait que il est toujours dans la ligne de mire des arbitres pour sa liaison notamment. Donc je pense que lui particulièrement doit être vigilant sur les mêlés fermés. Donc on le surveillera de près s'il est aligné samedi face à Northampton. Juste avant de refermer ce débat, messieurs, j'avais envie de vérifier vos connaissances avec un petit questionnaire spécial challenge européen quand même, avant le quiz. Alors, on compte tes points ou pas là, ça non. marque, En 1999, l'ASM a donc remporté le bouclier européen, ça s'appelait le bouclier européen Contre Bourgoin. à l'époque, en battant en finale. Bourgoin. Voilà, À Lyon. À Lyon. À Lyon, Oui. exact. Tu te souviens était du À score Gerland, si. 35 à 16. 35 à 16. Et qui était le capitaine de l'ASM ce jour-là? L'Hermé. Non, Fabrice Ribérol. Ribérol. Voilà. on Alors salue. en 2004, l'ASM C'était dispute. nous écoute. En 2004, l'ASM dispute également la finale du bouclier européen face à. Harlequins. Voilà, avec une. Cagade de Chanel à la fin du match. Et voilà, et j'allais demander. Pardon, te Kiki, demander. je suis désolé, Non, mais non, je suis mais obligé de le dire. j'allais justement te demander qui avait pris un carton rouge lors de cette finale, je crois à la 79e minute, Voilà, si je dis C'est pas de totalement bêtises. immérité. Hein. Si ça rappelle Chanal, ça ne peut être que immérité. On le connaît tous. Hein. C'est vraiment le mec. C'est vrai, là, c'est. C'est pas le genre à aller chercher les ennuis sur un terrain. Adorable en dehors du terrain. En 2007, l'ASM s'impose en finale du challenge européen face à Bath. Le score 22 à 16. Alors, l'ASM avait inscrit 3 essais. Vous vous souvenez? Brock. Il y a Brock James pour le troisième. Oro. Non, il n'y a pas Aurélien Rougerie. 2 joueurs qui ne sont plus là. Malaga. Il y a un Néo-Zélandais Tony Marsh. qui va là, Tony Marsh, qui a la nationalité française. Et le premier a été inscrit par Julien. Malzieu. Voilà, Malzieu. Ce sont les trois Clermontois qui ont inscrit les essais en Premier titre finale de Verne du Cottard. challenge européen. Premier titre de Verne C'était pas Cottard. Valérie Oh, je peux le dire, j'étais hospitalisé. Voilà. Bon, mais il y a prescription maintenant. On sait tout. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Allez, on va commencer avec Jeff. Ton top, s'il te plaît. Mon top
Ça pourrait être dans les deux catégories, mais je vais en faire un top. Ah. C'est- Oula, non, mais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Non. C'est tout simplement l'affluence d'un match de Fédéral 3 dans le Cantal, entre Arpajon et Saint-Cernin. 3300 spectateurs au stade Jean Alric. C'était ce week-end ? C'était ce week-end. C'est beau. Je sais à qui tu penses. Là. C'est mon top parce que ça veut dire qu'il y a un public pour le rugby dans le Cantal, mais personne n'en doutait. Mais il y a un public quand aussi on fait une politique tarifaire sexy, attrayante, attractive qui ne va pas... Parce que bon, c'est difficile pour tout le monde. Hein, et c'était des entrées à 5 €. Et ben on fait 3003 le samedi soir pour un match de Fédéral 3. Et malheureusement, la veille, pour la belle victoire du Stade Aurillacois en Pro D2, il y avait 2005. C'est dommage. C'est peut-être une question de prix, une question de politique tarifaire. Mais le rugby est devenu un spectacle. Hein, et un spectacle qui est cher et qui est certainement trop cher pour certaines personnes. Mais quand on fait des places à 5 €, on attire du monde et c'est ce que je voulais mettre en exergue et en valeur dans mon top. Voilà, c'était un top top matinée très badass, d'un coup de gueule. Fred, ton top ? J'ai hésité. Ah. Entre quoi ? Je voulais parler de la défense de l'ASM. C'est un aspect qu'on relève assez peu, mais je trouve que pour défendre sur les extérieurs notamment, quand on regarde le match par exemple à La Rochelle, on se rend compte que l'ASM n'a quasiment pas concédé d'occasion d'essai. Il y a cet essai de pénalité, c'est un petit peu particulier. Donc je voulais parler de ça, puis je vais quand même saluer la prestation d'anciens Montferrandais, d'anciens Clermontois avec le Loup. Je voulais en parler, mais j'étais pas là la semaine dernière. Je vous ai écouté, mais je n'étais pas là. Non, pas du tout. Nakaï-Tassi qui a retrouvé une forme quasi internationale avec le Loup depuis le début de saison. Et puis ce week-end, c'était Raphaël Chaume qui était titulaire. Alors Chaume, Nakaï-Tassi, c'est deux joueurs qui sont partis rejoindre le voisin lyonnais, mais puissant voisin lyonnais, absolument, mais dont le départ a été un peu brocardé par beaucoup de supporters. Oui, ils ont fait un choix financier, certes, sans doute pas que ça. En tout cas, pour Chaume, je pense que ce n'est pas qu'un choix financier. Mais voilà, je voulais finalement, ils apportent une réponse saluer sur le terrain, parce que c'est deux bons mecs, deux bons joueurs, et que je suis content de les voir à ce niveau-là. Voilà. Et quitte à saluer des anciens jaunards Allez, du côté de Lyon, Jeff, une petite dédicace à Clément Ric, voilà, le Cantalien. Valérie, ton top ? Moi, j'irais le petit Astoy, le petit ouvreur de Pau, qui est sorti de sa boîte après la blessure de Colin Slade, qui avait mis, je crois, une 30aine de points la semaine dernière, et qui là fait gagner la section contre Perpignan dans un match absolument horrible. Prolifique. Horrible. Bon, et les conditions étaient c'était à peu près 12-9, c'est ça, c'est ça, à peu près les mêmes qu'à La Rochelle. Qu'à La Rochelle, voilà. Mais là aussi, ils ont l'habitude de jouer sous la pluie à Pau, mais c'était vraiment pas beau. Mais voilà, et le gamin a eu les nerfs, il a tenu, et il a passé la pénalité de la gagne. Donc non, je trouve ça sympa. Ton flop, Jeff ? J'aurais bien aimé rebondir, moi, parce que c'est tu fou parles ce que de tu Astoy. C'est une catastrophe. C'est bien de parler Astoy, ça nous fait penser à Plisson. Voilà. Mais pourquoi ce plaquage cathédrale Tout simplement parce qu'un jeune ouvreur français que j'aime beaucoup, qui n'est pas surfait, alors que qui a fait un bon match et qui fait un très bon match. On salue Jules qui voilà, nous écoute. Et je suis désolé. Bravo voilà, Jules. Voilà. Bon, tant pis. Ton flop si tu veux. Mon bien. flop. Plisson, vas-y. Non, pas du tout. Alors pas du tout. Mon flop, c'est je vais pas prendre de grands. J'étais le premier à mettre en valeur leur excellente performance depuis le début de cette saison. Donc je vais être aussi le premier à mettre en exergue le fait qu'il n'ait pas autant apporté que d'habitude. C'est la charnière de l'ASM qui. Oui, Franck Azema l'a reconnu d'ailleurs. Oui, voilà, lui-même a reconnu que cette charnière avait été très efficace depuis le début de la saison. Mais samedi, elle n'a pas pesé comme elle le fait habituellement. Elle n'a pas eu son rayonnement. Alors, j'adore Morgan Parra, qui pour moi est le meilleur neuf français. Je suis fan de Camille Lopez, parce que c'est la meilleure charnière qu'on meilleur puisse 10 trouver. Français. Oui, c'est le meilleur 10. Oui, on va le dire. Oui, c'est le meilleur 10 français. Hein. Donc la meilleure charnière Donc c'est la meilleure charnière française. Et on attendait... alors certes, on ne peut pas non plus avoir les deux meilleurs joueurs à la charnière qui soient au top du début à la fin d'une saison. C'est normal, c'est logique. Mais
on aurait aimé qu'ils apportent un peu plus. Donc on espère que c'est qu'un coup de mou. D'ailleurs, Voilà, j'en c'est un tout profite petit coup de juste- mou. Un coup de mouillé même. Hein. Ils valent beaucoup mieux que ça. Ils l'ont montré et ils vont à nouveau le remontrer. J'en profite juste pour dire quel bonheur quand on voit les de l'eau rentrer. Je veux dire, maintenant, on a. La saison dernière, il était déjà performant, mais maintenant, on sent qu'il est vraiment acclimaté à cette équipe de Clermont. Dès qu'il rentre en jeu, on voit pas la différence avec Morgan Parra. On a vraiment 2 demi de mêlée là, de très haute volée. Un petit bonjour à Rado alors. Ouais. Non, mais c'est vrai. L'ASM n'a jamais compté 2 demi de mêlée de C'est vrai. ce niveau-là. Je le dis depuis la première émission, on a certainement à l'ASM la meilleure paire de demi de mêlée du championnat de France, il n'y a aucun doute, voire d'Europe, tout simplement. Fred, ton flop. Alors mon flop, c'est un peu particulier. Je vais pas être très, très confraternel, mais on en a parlé avec quelques collègues juste avant. Je voulais parler de Samuel Ezeala. Alors, le flop, ça ne le concerne pas lui. C'est un joueur que j'adore et je pense qu'il a un avenir doré qui l'attend. Le souci, c'est le traitement médiatique autour de ce joueur que je trouve assez étonnant. On a vu encore cette semaine beaucoup de papiers qui lui étaient consacrés. Je trouve très étonnant parce qu'il compte quoi ? Il compte 3 matchs de top 14, un peu plus que ça, 4 matchs de top 14 dans les jambes. J'espère que c'est pas son chaos qui l'a rendu. Sûr que si. Ouais, mais moi ça m'embête. Je veux dire, Oui, faudrait pas le réduire à ça. Exactement. Je Il y a voudrais pas son qu'on histoire le. aussi, il y a une histoire singulière. Donc forcément, on vit Je dans trouve une- étonnant de voir des longs formats sur Canal allant sur ses traces en Espagne. Je trouve qu'on met beaucoup de pression sur ce joueur. Bien sûr, nous aussi on en a parlé dans les T'es le colonnes premier. de la montagne. On n'en a pas fait autant. Franchement, on n'en a pas fait autant et je trouve qu'il va falloir qu'il soit très costaud dans la tête. Il me semble qu'il l'est. Des échos qu'on a, ça semble être le cas. Mais on lui met une énorme pression sur les épaules, je trouve. Allez, dernier flop, c'est celui de Valérie. Je vais rester fidèle. Toulon, C'est vrai, on n'avait pas parlé c'est notre marque. des rouges et noirs mon ami Colazo, le pauvre. aujourd'hui. Non, Toulon, c'est difficile. Alors, c'était un petit peu mieux hier face à Montpellier. Mais bon, ils sont quand même très, très loin de leurs objectifs, quand même. On est aujourd'hui Ils assez... sont quoi, 12e au classement 12e. c'est ça Et 12e ex aequo avec le premier relégable, Agen, 9 points. Donc, il est quand même très, très loin du compte. Ça doit... Premier barragiste. Oui, premier barragiste, pardon. Oui, c'est vrai. On n'a plus qu'une descente. Premier Ouais. barragiste tout court. Barragiste il y en a tout pas court. d'autres. Voilà. Donc effectivement, Toulon n'est pas à sa place. Là, leur saison va se jouer dans le mois et demi qui vient, puisque ils ont les 2 matchs de Coupe d'Europe et ensuite ils attaquent par un terrible match contre La Rochelle à domicile. Pour en avoir discuté avec les Rochelais, ils ont quand même dans l'idée D'aller les C'est taper. étonnant, ça. d'aller faire quelque chose Très là-bas. étonnant. Alors si ça devait mal tourner là, je pense qu'après ça peut prendre vinaigre très vite quand même, sachant quand même ils ont sur les 5 prochains matchs de championnat, ils en ont 4 à domicile. Donc là, ils sont obligés de faire le plein, vraiment, de prendre 18, entre 17 et 21 points avec le match à l'extérieur. Sinon, ça va être très très compliqué pour accrocher une des 6 places qualificatives. Ce podcast touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au quiz. C'est l'heure de jouer, messieurs. Le principe est très simple. Vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. C'est parti avec un premier nom à deviner. Je suis né le 21 octobre 1974. J'évolue au poste de talonneur. J'ai posé mes valises à Clermont en 1995 pour y rester 5 ans. Je compte 10 sélections en équipe de France avec qui j'ai disputé le tournoi des 6 Nations en 2002. À l'époque, je portais les couleurs de Gloucester. Je suis Azam. Olivier Azam. 1 point pour Jeff. Il est venu de loin celui-là. 10 gros slips. Voilà. Donc, C'est de l'anglais. Sachant que Azam a une particularité, c'est un des très rares joueurs à être revenu 2 fois dans le club. c'est vrai, il est revenu. Et ça s'est très mal passé la deuxième fois quand à la période Yardé et il est reparti. Mais c'est très rare comme qu'un quoi. joueur revienne 2 fois. Comme quoi, c'est jamais bon de Partir et de revenir. Renouer avec son ex. renouer avec son C'est ex. ça, c'est exactement ça. Je suis né le 16 décembre 1991. J'évolue au poste d'arrière. J'ai été sacré champion de France avec les espoirs de l'ASM en 2011. Formé à Metz, j'ai quitté l'ASM en 2015 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Butin. J'évolue désormais sous les couleurs de Lyon. Je suis Marcelin. Jean Marcelin. Butin
1 point pour Fred. Il est né à Metz. Un partout. Ouais. Ah ouais, C'est ça. comme Para. Voilà. Tout à fait. Ouais, le rugby se lève à l'Est. Voilà. Troisième joueur à deviner. Je suis né le 31 juillet 1981 à Rodez. J'évolue au poste de deuxième ligne. J'ai débuté ma carrière Julien Pierre. senior au Stade Rochelet en 1998. Je débarque en Auvergne en 2008. Je porte les couleurs de la SM durant 7 saisons, période durant laquelle je suis sélectionné 27 fois en équipe de France. Je suis effectivement Julien Pierre. Alors là, c'est une première. Hein. Un partout. Et là, voilà, tout va se décider sur ce nom. Et qu'il va falloir que je retrouve d'ailleurs parce que j'ai écrit les initiales sur mon papier. Oui, ça y est, je l'ai. Je suis né le 9 janvier 1965. J'évolue au poste d'arrière, formé à l'US Roman. J'évolue près de 10 ans sous le maillot de la SM. Ah, je crois que là, à ma gauche, arrivé en premier. Mais alors, voilà, c'est ça. Je dispute la finale du championnat de France face au Stade Toulousain en 94, surnommé Bourville ou Berlingue. Je suis Gilles Darlet. Parce qu'il imite très bien. Voilà. On le salue d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas, l'épisode 5 du podcast Ici Qui a gagné, Montferrand est terminé. C'est toi, Ah, j'ai pas entendu. Valérie. Pardon. Alors, excusez-moi, on la refait. Le vainqueur, the winner is Valérie. Donc l'épisode 5 du podcast Ici Montferrand est terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives, sur notre page Facebook, notre compte Twitter @montferrandici, notre compte Instagram Ici Montferrand !d'exclamation et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao. Au revoir.